Le livre de l'ancien président Nicolas Sarkozy, Le temps des tempêtes, tome 2, est sorti et, comme on pouvait s'y attendre, c'est devenu un best-seller. Mais ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est une analyse satirique sur YouTube qui a décortiqué le livre, page par page. Alors, que révèle vraiment cette critique virale? C'est ce qu'on va voir ensemble. On commence fort. Dès les premières pages, cette phrase donne le ton. Pour le youtubeur qui analyse le livre, cette comparaison au chemin de croix, c'est la clé de voûte de toute sa critique. C'est le symbole d'un récit qu'il trouve complètement déconnecté de la réalité. Alors voilà notre programme. D'abord, on va poser le contexte du livre. Ensuite, on va plonger dans les grands thèmes soulevés par la critique, l'innocence qui est proclamée partout, la remise en cause de la justice, et puis on verra les anecdotes les plus surprenantes. Et enfin, on regardera la conclusion qu'en tire l'analyste. Allez, pour commencer, un peu de contexte. Il faut savoir que ce livre a été écrit en seulement 20 jours, pendant l'incarcération de Nicolas Sarkozy. Et le succès commercial a été immédiat, fulgurant même, avec plus de 140 000 exemplaires vendus. Forcément, ça a fait beaucoup de bruit. L'impression générale du critique, elle est sans appel. Il utilise le mot « lunaire ». Pour lui, ce n'est pas juste une réécriture du réel, c'est carrément une réalité alternative, où les faits semblent obéir à une logique complètement à part. On passe au premier grand thème identifié dans l'analyse. Au cœur du livre, il y a une chose qui revient sans cesse, une affirmation constante, inébranlable, celle de l'innocence totale et entière de Nicolas Sarkozy. Et ce n'est pas qu'une impression, hein. Ce thème de l'innocence, c'est un véritable leitmotiv. Le critique s'appuie sur des citations directes, page après page, pour bien montrer que ce n'est pas un simple argument, c'est le véritable fil rouge de tout le récit. Mais l'analyse va plus loin. Elle souligne que Nicolas Sarkozy ne se contente pas de clamer son innocence. Non, il remet en question la légitimité même du système judiciaire, celui-là même qui l'a condamné. Et voilà son argument central. Il explique que la justice n'est plus une simple autorité, mais qu'elle est devenue un pouvoir. Et donc, comme le pouvoir exécutif ou législatif, elle doit pouvoir être critiquée publiquement. C'est même sain, selon lui. Sauf que, pour le critique, ce n'est pas si simple. Cet argument, il ne le voit pas comme une réflexion philosophique sur la séparation des pouvoirs. Pour lui, c'est plutôt une stratégie pour délégitimer un système judiciaire tout entier, simplement parce que son verdict lui a été défavorable. Et là, on arrive à la partie, disons, la plus savoureuse de l'analyse. Le critique a sorti du livre ce qu'il appelle des pépites, des anecdotes qu'il juge tellement surprenantes qu'elles illustrent à merveille ce fameux caractère lunaire du livre. D'abord, il y a ce principe, posé de manière très claire dans le livre. L'ancien président affirme qu'il refusera tout traitement de faveur, une posture d'égalité face à l'épreuve. Mais comme le souligne le critique, les faits semblent raconter une toute autre histoire. Et voilà comment le critique oppose cette déclaration à des infos sorties dans la presse. D'après ses sources, il aurait bénéficié de 4 parloirs par semaine, ce qui est plus que les autres détenus, et en plus de visites plus longues. Un décalage assez net. Première anecdote surréaliste relevée par le youtubeur, ça concerne un geste du quotidien qui, apparemment, a tourné au drame, une simple poignée de main. C'est un passage qui a énormément fait réagir. Le livre décrit donc comment, après des poignées de main un peu trop vigoureuses avec le personnel de la prison, l'ancien président a carrément cru perdre l'usage de sa main. Allez, la pépite suivante. Elle se concentre sur une autre épreuve du quotidien en prison, utiliser un téléphone. Un appareil pourtant assez basique. Là encore, le critique pointe ce qu'il voit comme une absurdité totale. Passer un simple coup de fil est présenté non pas comme une banalité, mais comme un défi d'une complexité folle, un parcours du combattant. Et on arrive à ce qui est peut-être la comparaison la plus audacieuse de tout le livre et que le critique ne manque pas de relever. Nicolas Sarkozy établit un parallèle direct, point par point, entre son affaire et la célèbre affaire Dreyfus. Rien que ça. Bon, après avoir listé toutes ces anecdotes, le critique passe à une conclusion beaucoup plus sérieuse. Il propose une théorie sur ce que ce livre et sa réception disent de notre société, au-delà de la simple personne de Nicolas Sarkozy. Pour lui, la thèse est très claire. Toute cette indignation ne concernerait pas tant l'individu que son statut. Ce serait en fait une réaction de classe. La défense d'une caste qui, au fond, penserait qu'un puissant ne devrait pas subir le même sort que les gens ordinaires. L'argument final, il est là. En rejetant publiquement la légitimité de la justice, un ancien chef d'État ne fait pas juste un acte politique personnel. Il fragilise un des piliers de notre contrat social. Le critique va même jusqu'à parler d'une inversion des valeurs, où le coupable se pose en innocent, et ça déstabilise les repères communs. Finalement, toute cette analyse nous laisse avec une question assez fondamentale. Au-delà du cas personnel, au-delà des anecdotes,
Qu'est-ce que ça révèle sur notre société quand un ancien président remet en cause l'une de ses institutions les plus importantes? C'est une question qui clairement mérite qu'on y réfléchisse.